j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui, on est déjà lundi 14 décembre. J'ai pas ouvert le blog plus tôt. Je vous ai quitté mercredi, j'étais pas du tout en forme et ça ne s'est pas du tout amélioré sur les jours qui ont suivi. Donc voilà, j'ai eu droit à un petit test nasal fort sympathique. Horrible. Bref, je ne vous ai évidemment pas pris pour vous parler de ça. Je vous ai laissé mercredi, j'étais en plein dans ma lecture de la saga des 7 sœurs, le tome 6, La sœur du soleil. Je vous refais le pitch rapidement. La saga des 7 sœurs, c'est l'histoire d'un milliardaire qui a adopté ses 6 filles aux 4 coins du monde lors de voyages. Et en fait, le tome 2, il débute à la mort de cet homme. Il leur laisse à chacune un indice qui va leur permettre de retrouver leur famille et de connaître leur histoire. C'est compliqué de vous parler d'une saga, surtout au tome 6, au point où j'en suis, sans trop spoiler, sans trop en dire. Alors je vais essayer d'être assez concise dans mon avis pour que tout le monde puisse regarder ma vidéo sans avoir lu le tome 3 par exemple, ou même si vous n'avez jamais commencé la saga. Donc le tome 6, c'est l'histoire de la 6e fille qu'a adopté Pa, Electra. Electra, on l'aperçoit un petit peu sur tous les tomes précédents et c'est la sœur un petit peu colérique, c'est la sœur qui pleurait beaucoup quand elle était petite. C'est celle à laquelle on ne s'est pas forcément attaché sur les tomes précédents. Electra, elle est mannequin international, elle est très riche, elle est très célèbre, elle est très belle et pourtant c'est une des sœurs, enfin la sœur qui se sent le plus seule. Elle a une vie amoureuse complètement désastreuse. Et elle est tombée dans les travers de la drogue, de l'alcool, elle boit beaucoup de vodka. Enfin bref, rien ne va dans la vie d'Electra. Et puis un jour, elle reçoit une lettre d'une femme qui prétend être sa grand-mère. Alors Electra, elle est un petit peu méfiante parce que, comme elle est célèbre, de nombreuses personnes ont déjà un petit peu tenté leur chance de cette manière-là auprès d'elle. Et finalement, la ressemblance est assez troublante, donc elle décide de la rencontrer. Et cette femme-là va lui conter son histoire. On part donc dans les années 30-40, un tout petit peu avant que la Seconde Guerre mondiale éclate. Et on va à la rencontre de Cécilie. Et cette jeune femme, elle est extrêmement malheureuse en amour et elle décide de partir avec sa marraine au pays où vit sa marraine, au Kenya. Elle arrive là-haut pour essayer un petit peu de se ressourcer, pour essayer un petit peu de penser ses peines de cœur et finalement Cécilie ne va pas repartir tout de suite du Kenya, mais ça elle ne le sait pas encore. Voilà comment je peux vous résumer un petit peu ce tome 6 des 7 sœurs. Je vais pas en dire plus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que Cécilie, c'est certainement l'ancêtre qui m'a le plus touchée. Quelle femme incroyable, quelle femme généreuse. Cécilie, ça doit être le synonyme d'amour inconditionnel. C'est une vie d'abnégation, une vie de souffrance, mais vraiment quelle femme incroyable. Et puis pour en revenir à Electra, je vais rien spoiler je pense en disant que cette rencontre avec sa grand-mère va bouleverser sa vie et que Electra va remettre beaucoup de choses en question. Ça va la pousser dans un questionnement sur sa vie. Et je trouve qu'elle deviendra au fur et à mesure du livre une sœur tout aussi attachante que les autres. Voilà, ça c'est le tome 6 de la saga des 7 sœurs. Il est à la hauteur des autres tomes de la saga. Alors il est très long certes, il fait 750 pages, mais je crois que toutes les pages sont nécessaires. C'est un tome qui est plein de magie, plein d'évasion. Et puis surtout, je trouve que Lucinda Riley, elle continue à entretenir ce mystère de cette 7e sœur, la sœur manquante. On finit le tome 6, je pensais qu'on en saurait un peu plus, on ne sait absolument rien de plus. Bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 6 de la saga des 7 sœurs. Si vous n'avez pas entamé cette saga, je vous assure que vous passez à côté de quelque chose. La saga des 7 sœurs, c'est vraiment une très très belle découverte sur 2020. J'ai lu les 6 tomes sortis à ce jour en 2020 et vraiment, ils sont tous ils font tous voyager, ils nous permettent de nous évader. Et puis je trouve ça hyper intéressant cette saga parce qu'évidemment on rencontre toutes les sœurs dans le premier tome avec l'histoire de la première sœur Maya. Et puis on assiste à chaque tome à des petits bouts de vie qu'on retrouve dans un autre tome avec une autre sœur. Je trouve que la construction de cette saga, elle est hyper réussie, hyper bien faite. Voilà, maintenant j'attends avec impatience le tome 7 qui devrait sortir au printemps ou à l'été 2021. Il plane toujours une très très grosse interrogation au-dessus de ma tête. Ceux qui ont commencé la saga, si vous êtes au tome 2 ou 3, vous devez un petit peu vous douter de quoi je parle. Et puis surtout, je pense que cette femme qui les a élevés, a également beaucoup de secrets et beaucoup de choses à nous révéler. J'ai vraiment hâte de lire ce 7e tome, surtout qu'apparemment un 8e va sortir. Alors ça me... Enfin bref, j'arrête parce que je vais partir dans un...
Et évidemment, entre-temps, je ne suis pas restée sans lecture et je suis restée chez Charleston avec Le choix d'une vie d'Alia Cardin. C'est un livre que j'avais acheté chez Nose et que j'ai depuis un petit bout de temps dans ma pile à lire. Je n'avais absolument aucune idée de quoi parlait ce livre avant de l'entamer. Et quelle surprise, quelle agréable surprise. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, je le ferai quand je vous ferai le résumé et mon avis. Mais il y a des livres comme ça où quand tu as lu une dizaine de pages, tu te dis mais pourquoi l'ai-je laissé aussi longtemps dans ma pile à lire? Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. J'ai fait des belles réceptions aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps de vous montrer. Je vous montrerai ça demain, je pense. Je vous souhaite une belle soirée. Bonsoir, je vous prends, on est mardi. Je vais pas parler bouquin aujourd'hui. J'ai terminé hier le Alia Cardin, mais je vous en parlerai plus posément demain. Là, on est en fin de journée. J'ai travaillé aujourd'hui et j'ai récupéré mes enfants à l'école. Et je vais tester mon dessert pour Noël. J'ai mis mon tablier. Alors, je cache parce qu'il y a mon nom de famille. Je suis prête. Alors, je suis pas une très très grande cuisinière. Donc, je vais faire simple mais efficace, je pense. C'est un test, on verra bien. Bon, clairement, le rendu, c'est vraiment pas beau. Reste un minimum de déco à faire, mais ce sera pas mon dessert de Noël. Je le sais d'avance. C'est dommage parce que c'est assez simple, mais je suis pas trop satisfaite du visuel. Il va falloir que je me rabatte sur autre chose. Et puis j'ai l'impression que c'est vraiment sucré, écœurant. Donc tant pis, ce sera pas ma bûche de Noël. Tant pis. Bonjour, on est mercredi, je vous reprends. J'ai reçu plein de belles choses dans ma boîte aux lettres lundi et mardi. C'était un peu Noël avant l'heure, je vous montre mes réceptions. Mes réceptions. Alors en premier, j'ai reçu Pandorini de Florence Porcel. Ça m'a été envoyé par les éditions Lattès, plus précisément le label La Grenade. Je vais vous lire la quatrième. Pandorini, monstre sacré du cinéma français, vient de mourir. Le monde médiatique s'agite. Sur les plateaux télé, les commentateurs se succèdent. On raconte, on rend hommage. Une femme se souvient. L'acteur hante ses pensées depuis 14 ans. Elle avait 19 ans. Elle commençait sa vie d'adulte en douceur, portée par ses rêves. Pandorini lui en a vendu, lui en a volé aussi. Elle n'a jamais oublié. Bientôt les langues vont se délier et la femme va réaliser qu'elle n'a pas vécu une histoire d'amour. Elle était sous son emprise. Si tu passes par là, Sophie, merci. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Hervé Chopin 2 livres. En premier, j'ai reçu La mère d'Eva de Sylvia Ferreri. Une mère parle à sa fille, entre les murs d'une clinique serbe. Eva vient juste d'avoir 18 ans et elle attend ce moment depuis qu'elle est née. Elle veut juste changer de sexe en se soumettant à l'intervention qui fera d'elle ce qu'elle s'est toujours sentie, un homme. Et ensuite, j'ai reçu le tome 1 des Chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor. Il s'appelle Un monde après l'autre. Je vous lis aussi la quatrième. La jeune historienne Madeleine Maxwell vient de terminer brillamment ses études et s'apprête à passer un entretien à l'Institut Sainte-Marie. Mais en pénétrant dans l'enceinte de ce centre de recherche historique, je me suis cru dans Astérix, Max comprend très vite que celui-ci ne ressemble à aucun autre. Derrière la façade très académique de l'Institut Sainte-Marie, les équipes d'historiens, de techniciens, de chercheurs ont découvert le secret du voyage dans le temps. Il y a 6 tomes aujourd'hui qui sont sortis en français. Je crois qu'il y en a un petit peu plus en VO. J'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Le Masque, Meurtre à Kingfisher Hill
de Sophie Hannah. Sophie Hannah, en fait, ce sont les héritiers de Agatha Christie qui lui ont donné carte blanche pour continuer à écrire les histoires d'Hercule Poirot. Et en fait, j'étais hyper curieuse de savoir ce que ça pouvait donner, de retrouver ce personnage que j'aime beaucoup, mais écrit avec une autre plume. J'ai vraiment hâte de le lire, donc évidemment c'est écrit Agatha Christie en haut, mais ce n'est pas d'Agatha Christie. Et pour finir, j'ai reçu un petit colis, ça c'est un concours que j'ai gagné sur Instagram sur le compte de Adeline. Il s'agit de À crier dans les ruines de Alexandra Kozelik. Je vous lis la quatrième. Tchernobyl 1986, Léna et Yvan sont deux adolescents qui s'aiment. C'est alors que l'incendie de la centrale nucléaire vient bouleverser leur destin. Léna part avec sa famille en France convaincue qu'Yvan est mort. Yvan, lui, ne peut s'éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée, reste le pays de ses ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Léna grandit loin de son pays et s'efforce d'oublier. Un jour, pourtant, elle part retrouver ce qu'elle a quitté 20 ans plus tôt. Adeline en a fait une très très belle critique et c'est un de ses coups de cœur de l'année et j'ai vraiment hâte de lire. Il est très très court celui-ci. Il fait un tout petit peu plus de 200 pages. Et là je remercie Adeline et je remercie les éditions Point. Alors voilà ce que j'avais à vous montrer pour les réceptions. Sinon à part ça, j'ai terminé le Alia Cardin, Le choix d'une vie. J'ai un coup de cœur intersidéral pour la plume de l'autrice parce qu'elle écrit d'une manière... c'est exactement ce que j'aime, voilà. Sinon, j'ai entamé La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. On est toujours sur un livre de chez Charleston. Je l'aurai fini aujourd'hui parce que ça se lit vraiment très vite. Écoutez, j'aime bien. Clarisse Sabar, c'est une autrice que j'aime bien. Donc pour le moment, on est dans le mood. C'est très très dur de passer derrière un roman où tu as été subjugué par quelque chose. Voilà. Du coup, ça te paraît... Beaucoup de choses te paraissent fades derrière. Là, ça me paraît pas fade du tout, Clarisse Sabar, mais je pense que j'aurais encore plus aimé ma lecture si je l'avais pas lu derrière Alia Cardin. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain, je pense, pour vous faire l'update sur Alia Cardin et du coup sur Clarisse Sabar. Je ferai les deux en même temps demain. Voilà. Bonjour à tous, je vous reprends, on est vendredi, c'est la fin de la semaine, vivement ce soir, c'est le week-end. Je vous reprends enfin pour prendre le temps de vous parler de mes deux dernières lectures, on y va, c'est parti. Alors la première lecture dont je voulais vous parler, c'est le livre d'Alia Cardin que j'ai lu, Le choix d'une vie. En fait, la quatrième de couverture de ce livre, elle est assez mystérieuse. On sait que ça parle de choix qu'on doit faire dans une vie, de choix cruciaux qui peuvent tout bouleverser. Et je me lance donc dans cette lecture sans trop savoir à quoi m'attendre. Alia Cardin, c'est quelqu'un que je suis sur Instagram, malgré que je n'avais jamais lu de livre d'elle, parce que je trouve qu'elle dégage beaucoup de bienveillance. Mais alors, je ne m'attendais pas du tout à tomber amoureuse de cette plume. Ce livre, c'est l'histoire de 4 destins qui vont se croiser à un moment donné de leur vie et qui vont avoir un choix crucial à faire. D'abord, on a Marie. La partie avec Marie, c'est une partie qui est romancée. Marie, c'est une jeune femme qui apprend que si elle n'a pas d'enfant très rapidement dans les mois à venir, elle ne pourra plus jamais en avoir à cause d'une insuffisance ovarienne, il me semble. Mais le souci, c'est que Marie, elle est célibataire, qu'elle n'a pas ce besoin, ni cette envie, ni cette urgence d'avoir un enfant maintenant, et en fait, elle n'a pas le choix. Et donc, se pose ce choix, cet ultimatum, est-ce que Marie doit passer par un centre de procréation médicalement assistée pour avoir son enfant? Est-ce qu'elle doit avoir recours à un don de sperme, en fait, pour pouvoir être maman? Ensuite, dans ce livre, on a Jack. Alors, Jack, c'est pareil, c'est une partie qui est romancée. Et Jack, c'est un homme qui est assez jeune et qui, lui, va faire des dons de sperme. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais donc c'est quelqu'un qui se rend dans différents centres pour faire ce don. Et dans ce centre-là, il croise Adélaïde. Adélaïde, c'est la femme qui est au guichet, c'est la secrétaire médicale un petit peu. Et en fait, Adélaïde, elle assiste à tout ça. Elle voit ces couples désespérés venir, elle voit ces donneurs généreux. La partie sur Adélaïde, elle est écrite sous forme de journal intime. En fait, elle confie tout ce qu'elle voit.
Et elle se confie aussi beaucoup sur son parcours à elle, sur son enfance, sur sa maman. Elle n'a pas eu une vie très facile, Adélaïde. Et le dernier protagoniste de l'histoire, c'est Archibald. Archibald, c'est le jardinier qu'embauche Marie pour essayer de mettre un petit peu de gaieté dans sa vie. Et Archibald, lui, il écrit des lettres à sa femme qui est partie. Il lui raconte qu'il sait qu'il n'a pas été un bon mari. Il lui raconte qu'il essaye de se repentir, qu'il essaye d'être un homme meilleur et qu'il essaye d'aider cette jeune femme, Marie, chez qui il voit beaucoup de tristesse dans les yeux. Je n'ai qu'une chose à dire, quel roman magnifique. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé autant de temps attendre dans ma pile à lire. Évidemment, je me suis beaucoup retrouvée dans l'histoire de Marie parce que je suis moi-même passée par la procréation médicalement assistée pour avoir mon premier garçon. Je trouve qu'Alia Cardin, elle a su mettre des mots d'une justesse incroyable sur des sentiments, les sentiments qu'on ressent, qui sont tellement douloureux, tellement intenses et tellement contradictoires en même temps. Et puis elle fait ça sans mélodrame, sans tomber dans le pathos, sans... C'est vraiment très juste ce qu'elle écrit. Et puis ce personnage de Jack, qui au début fait ses dons surtout pour l'aspect financier, va au fur et à mesure du roman beaucoup changer, beaucoup se poser de questions. Et en fait, on assiste à sa vie pleine de résilience. C'est plein de douceur. Et puis les deux autres personnages de ce roman, Archibald et Adélaïde, ce sont des âmes écorchées qui ont été blessées par la vie et qui pourtant essayent de donner beaucoup pour les autres, qui essayent de toujours aider les autres. Ils sont vraiment très touchants et Alia Cardin leur donne une importance bien plus supérieure à ce que laisse présager le début du roman. Petit à petit, au fil de l'histoire, ils deviennent vraiment des personnages cruciaux. Et donc ce roman, il se déroule sur une vingtaine d'années. Donc on assiste au choix de départ et en fait on voit les conséquences que ça a sur toutes ces années. Le choix d'une vie. Bon, je pense que vous l'aurez compris, ce livre, c'est vraiment un très gros coup de cœur. Les chapitres, ils sont très courts, très addictifs. Tu tournes les pages parce que tu as envie de savoir, tu as envie de voir ces gens heureux, tu as envie qu'Alia Cardin les libère un petit peu au fur et à mesure du roman. Et puis la fin, elle est vraiment bien. La fin, au début du roman, tu te dis « Ah, ça va être ça va être prévisible ». Et finalement, pas du tout. Et heureusement, parce que ça en fait vraiment un très très bon roman. J'ai beaucoup aimé la fin. J'en profite pour faire un petit laïus. L'hypersensible va se concentrer. Le don de sperme et d'ovocytes, c'est un don de soi qui peut changer la vie des autres. Si vous avez possibilité, l'envie, surtout l'envie de le faire, renseignez-vous. C'est plus simple pour le don de sperme, c'est plus compliqué pour le don d'ovocytes, mais je peux vous assurer que vous pouvez changer la vie d'un couple, d'une femme. Je pense qu'un jour, moi, je ferai un don d'ovocytes. Je suis passée par une phase dans mon parcours où j'ai vraiment cru que je n'aurais pas d'enfant. Et je peux vous dire que votre monde, il s'effondre totalement et que j'aimerais pouvoir être cette femme qui apporte la plus grande joie d'une vie à une femme ou à un couple. Ensuite, j'ai terminé La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar, toujours chez Charleston. Là, c'est l'histoire de Léna, une jeune femme qui est invitée par sa mère dans son village d'enfance pour fêter les fêtes de fin d'année. Elle sait qu'elle va y retrouver sa grand-mère, son frère, sa nièce, son oncle. Et en fait, grande surprise, quand elle arrive, sa mère est partie. Elle a laissé un mot en disant qu'elle avait des rêves à accomplir, mais qu'elle leur souhaitait de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Évidemment, on est sur une comédie romantique, donc tu te doutes bien qu'elle va tomber sur un homme de son passé, avec qui ça s'est pas forcément très bien fini. Et puis surtout, Léna, elle a un autre problème, c'est qu'elle déteste les fêtes de Noël, parce que plane au-dessus d'elle une ombre. Il s'est passé un drame dans son enfance qu'elle a totalement occulté, que son cerveau a réussi à totalement occulter, mais à cette période-là, lui revient des bribes de souvenirs et Léna, elle aimerait bien savoir en fait ce qui s'est passé ce fameux Noël. Alors j'ai passé un excellent moment avec cette famille un peu loufoque. Les romans de Noël, c'est jamais des très grands romans, mais c'est des histoires avec lesquelles tu passes vraiment un très bon moment. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, je pense qu'un roman de Noël, ça n'a pas la prétention d'être un roman extraordinaire. C'est un roman dans lequel
Quand tu le lis, tu as envie de passer un beau moment, tu as envie d'un moment cosy, et celui-là, il remplit le job à 100%. L'histoire, elle est prenante, tu as une ambiance de Noël, tu as des petites décorations de Noël posées avec parcimonie, il y en a juste qu'il faut, ni trop, ni pas assez, et du coup, tu te mets vraiment dans une ambiance hyper sympa. J'ai envie de boire du lait de poule, donc c'est que c'est réussi. Les personnages, ils sont attachants. Il y en a certains qui sont un petit peu clichés, vus et revus, et puis t'en as d'autres qui sont plus atypiques, et qu'on voit rarement dans un roman, et du coup ça a donné une belle énergie je trouve au roman de Clarisse Sabar. Je connais déjà Clarisse Sabar par sa plume, j'ai déjà lu des romans d'elle, et celui-ci il est fidèle à sa plume, il est drôle, il est frais, il est prenant, t'as vraiment envie de savoir, du coup tu le lis vraiment rapidement ce roman. Je crois que c'est exactement ce qu'il me fallait derrière un roman comme celui d'Alia Cardin qui m'a complètement remué à l'intérieur. J'avais besoin de passer un bon moment, j'avais besoin de me détendre, j'avais besoin d'une ambiance cosy, d'une ambiance de Noël, et celui-là, il est parfait. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le choix d'une vie d'Alia Cardin et de La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabat. Les deux, je vous les conseille, sincèrement, c'est pas du tout la même chose. Celui-là, il est très touchant, et celui-là, il est très très bien pour Noël. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais clôturer ce vlog ici. Là, j'ai entamé un autre livre, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Un livre très très fort également. J'enchaîne les bonnes lectures et je suis hyper contente de ce que je lis en ce moment. J'espère que ce vlog vous aura plu. Mettez un pouce, ça m'encourage énormément. Abonnez-vous, ça me fait du bien également. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël. Le prochain vlog, les fêtes de Noël seront passées. J'espère que vous serez entourés de ceux que vous aimez, et je vous souhaite de passer, malgré cette ambiance vraiment atroce en ce moment, de très très bonnes fêtes de Noël. À bientôt.